Bonjour, aujourd'hui on se penche sur des documents assez intéressants concernant la République démocratique du Congo, la RDC, et sa participation à un événement économique important. Il s'agit de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la fameuse TICAD 9. Ça vient de se passer à Yokohama, au Japon, là, tout récemment, vers les 21 et 22 août 2025. Oui, bonjour. Effectivement, les notes et les comptes rendus qu'on a pu consulter montrent une RDC, disons, très active là-bas. La délégation était menée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et on remarque aussi un rôle assez visible du ministre des Mines Louis Watum Kabamba. D'accord. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décrypter, de comprendre la stratégie congolaise telle qu'elle a été présentée là-bas, surtout sur les questions minières et l'innovation, j'imagine. C'est nouveau, l'innovation. En gros, comment la RDC essaye de se positionner sur la scène internationale et africaine aussi, bien sûr. Oui, et ce qui est frappant d'emblée quand on regarde ces documents, c'est cette double focale. D'un côté, on insiste énormément sur l'importance cruciale, on peut le dire, des minerais congolais pour la transition énergétique mondiale. Ah oui, le cobalt, le lithium, tout ça. Voilà. Et de l'autre côté, il y a une volonté très nette d'intégrer des technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle, dans la gestion même de ce secteur minier. C'est ça, c'est ce mélange qui est assez notable. On ne parle plus juste de ressources brutes, mais on couple ça avec la technologie, la transformation sur place. Et les sources détaillent d'ailleurs un programme assez chargé, notamment pour le ministre des Mines, le jeudi 21 août, c'est ça? Oui, une journée visiblement bien remplie. Alors, pour commencer, les notes mentionnent une réunion importante avec des acteurs institutionnels clés. D'un côté, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et de l'autre, ITPO Japon. C'est l'agence japonaise pour la promotion du commerce extérieur. D'accord. ONUDI et ITPO Japon. Et qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions? C'était quoi les thèmes principaux? Alors, le cœur des échanges, d'après nos infos, c'était vraiment le renforcement des capacités et la formation, surtout dans le secteur industriel congolais. Et ce n'est pas anodin, parce que ça s'inscrit dans un moment un peu charnière. La fin d'une décennie de l'ONUDI pour l'industrialisation de l'Afrique et le début d'une nouvelle. Ah oui, donc un contexte de renouvellement des stratégies de développement industriel pour l'Afrique. Ils cherchent à s'aligner là-dessus. C'est l'impression que ça donne, oui. Une volonté de coller à ces grandes initiatives, peut-être pour bénéficier de l'expertise, des financements aussi probablement. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. C'est ça? J'ai vu passer ça dans les notes. Précisément, un projet très spécifique a été discuté, utiliser la télédétection, mais assisté par intelligence artificielle. Le but, appuyer l'exploration minière en RDC. La télédétection par IA, c'est-à-dire? Analyser des images satellites, des données de drones, ce genre de choses. Exactement. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour analyser toutes ces données géospatiales et identifier plus vite et de manière plus fiable les zones où il pourrait y avoir des minerais. Ça pourrait être un gain d'efficacité vraiment énorme par rapport aux méthodes d'exploration plus classiques. Une approche très moderne pour cartographier les richesses du pays. Et est-ce qu'on sait si c'est juste une idée lancée comme ça ou si c'est plus avancé? Comment ça pourrait se concrétiser? Ça semble assez avancé, oui. Les notes précisent que ce projet serait sponsorisé directement par le gouvernement japonais. Ça, c'est un point important. Sur le plan, disons, administratif, il faudrait une correspondance officielle du ministère congolais pour formaliser le parrainage de l'initiative par la RDC. D'accord. Une étape administrative à franchir. Oui, mais en parallèle, et ça montre que ça avance, un accord de coopération serait en cours de finalisation entre l'ONUDI et une entreprise techno-japonaise. Elle s'appelle Solafune, elle est spécialisée justement là-dedans. Solafune. Ah oui, ce nom revient plus tard. On voit se dessiner un partenariat entre institutions internationales, soutien étatique japonais et expertise privée, donc. Tout à fait. Mais la journée du 21 août, pour le ministre, ce n'était pas seulement ces discussions institutionnelles et technologiques, hein. Non, il y avait aussi des rencontres plus terrain, c'est ça, avec des entreprises minières. Exactement. Une réunion a eu lieu avec des représentants d'Asia Mineral Limited, AML, et de Kivuvu Congo Mines. Kivuvu Congo Mines, d'après ce qu'on comprend, c'est une jointe venture, une co-entreprise entre AML et une autre société, Kerit Resources. D'accord. Et là, l'objectif, c'était quoi? Faire le point sur leurs activités? C'était ça. Une mise à jour sur l'avancement de leur projet dans la province du Congo central. On a parlé de travaux géophysiques. C'est-à-dire l'étude du sous-sol. Voilà, l'étude indirecte du sous-sol et puis des aspects administratifs de leur partenariat.
C'est intéressant parce que ça montre qu'en même temps qu'on lance des projets très high-tech, eh bien, on suit aussi de près les opérations existantes, les investissements déjà là. Une gestion sur plusieurs fronts, en quelque sorte. Suivi de l'existant et exploration du nouveau. C'est un peu l'image qui se dégage, oui. Et pour revenir à Solafune, cette entreprise japonaise d'IA dont on parlait, il y a eu une rencontre spécifique avec eux aussi, le même jour? Oui, une audience a été accordée à Solafune par le ministre. L'entreprise est présentée comme étant à la pointe en IA et télédétection. Et point intéressant, les notes disent qu'elle collabore déjà avec le Service géologique national du Congo, le SGNC. C'est l'organisme public congolais clé pour la géologie. Ah, donc il y a déjà un pied en RDC, un partenariat local amorcé. Ça facilite les choses, j'imagine. Et le but de cette audience, c'était quoi alors? C'était de préparer activement la signature d'un accord formel entre Solafune et ARDC. La signature était même prévue pour le lendemain, vendredi 22 août, à Yokohama. Ah oui, donc ça allait vite. Une volonté claire d'accélérer sur cette intégration de l'IA. Tout à fait. Et ça fait le lien avec les discussions avec le NUDI et le soutien japonais dont on parlait avant. On voit bien comment les pièces s'assemblent en quelque sorte. Effectivement, on a les discussions institutionnelles, les partenariats technologiques pointus et le suivi des investisseurs sur le terrain. Ça dessine une approche assez complète. Oui, une approche multifacette. Et d'ailleurs, cette vision a été clairement exposée par le ministre des Mines lors d'une autre intervention importante pendant cette conférence. Ah oui, les documents parlent de sa participation à un panel. C'était organisé par l'ONUDI et l'Union africaine, c'est ça? Exactement. Le thème était assez large mais pertinent. Tirer parti de l'innovation pour la transformation industrielle de l'Afrique, c'était une tribune idéale pour la RDC. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quels étaient les messages clés de son intervention? Alors, d'après nos sources, son discours s'est articulé autour de plusieurs points forts. D'abord, en rappel, qui peut sembler évident mais qu'il faut toujours faire, l'atout maître de la RDC, c'est la richesse incroyable de son sous-sol en minerais stratégiques. Là, on touche au cœur du potentiel économique du pays. Quels minerais ont été cités en particulier? La liste est assez impressionnante et très actuelle. Le cuivre, bien sûr, essentiel pour tout ce qui est électrique, le cobalt et le lithium, au centre des batteries. Pour les voitures électriques, le stockage d'énergie. Voilà. Le manganèse aussi, important pour les batteries. Le coltan, évidemment, pour l'électronique, nos téléphones, nos ordis. Mais aussi l'or, le diamant. Le message était clair. La RDC détient une part majeure des ressources dont le monde a besoin pour sa transition énergétique et numérique. C'est vrai que ce potentiel place la RDC au centre de l'échiquier mondial. Mais posséder les ressources, c'est une chose. Comment en tirer profit durablement? Quel était le message sur la façon d'exploiter tout ça? Et c'est là que le discours, d'après les notes, devient particulièrement insistant et marque une volonté de changement. Ce qui ressort vraiment fort, c'est l'accent mis, martelé même, sur la nécessité absolue de transformer ces minerais sur place, en RDC. Ah oui, ça c'est un point crucial. L'objectif affiché, c'est de sortir, ou en tout cas de réduire drastiquement, le schéma classique où l'on exporte juste la matière première brute, qui a finalement peu de valeur ajoutée. Cette idée de transformation locale, bon, elle n'est pas complètement nouvelle, mais là elle semble vraiment mise au premier plan. Quels arguments ont été avancés? Quels sont les bénéfices attendus? Les bénéfices mis en avant sont assez directs. Premièrement, la création d'emplois locaux. Des emplois qualifiés, non qualifiés, dans les usines de traitement, de raffinage, peut-être même de fabrication de composants. Deuxièmement, capter une part bien plus grande de la valeur ajoutée, que cette richesse reste davantage dans l'économie congolaise, au lieu de partir à l'étranger avec le minerai brut. Donc, emploi et valeur ajoutée locale. L'objectif final, c'est quoi? Construire une vraie filière? L'objectif formulé, c'est ça, bâtir une industrie minière congolaise qui soit intégrée de l'extraction à la transformation, qui soit durable, écologiquement et socialement, et, point important, transparente dans sa gestion. Intégrée, durable, transparente. Des mots-clés importants, surtout quand on veut attirer des investisseurs étrangers, notamment les Japonais, qui sont souvent exigeants là-dessus, non? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une partie de l'intervention visait clairement à rassurer ces investisseurs, et spécifiquement les Japonais présents à la TICAD. Le ministre a souligné les efforts que le gouvernement congolais fait ou dit faire pour améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier. Une reconnaissance que c'est un enjeu majeur et peut-être un point faible par le passé. C'est une reconnaissance implicite, oui.
que ces questions de gouvernance sont cruciaux pour attirer des investissements sérieux et de long terme. Et comment cette volonté de transparence a été présentée? Comme une initiative propre au ministère des Mines ou quelque chose de plus large? D'après les sources, ces efforts ont été présentés comme étant en ligne directe avec la vision du président Félix Tshisekedi et mis en œuvre sous l'autorité de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui dirigeait la délégation. Donc, un message d'alignement politique au plus haut niveau pour renforcer la crédibilité. C'est ça. L'idée est de dire, regardez, la volonté politique est là, au sommet de l'État, pour améliorer les choses, pour rassurer, pour attirer. Si on essaye de voir la vue d'ensemble, toute cette activité à IOCOM, à ces rencontres, ces discours, c'est quoi le grand objectif derrière tout ça pour la RDC? L'ambition affichée, si on lit entre les lignes et dans les déclarations, c'est de positionner la RDC différemment. Plus seulement comme un fournisseur incontournable de matières premières, ça c'est un fait, mais comme une destination stratégique et privilégiée pour les investissements japonais en Afrique. Dépasser l'image du pays riche en ressources mais compliqué pour devenir un partenaire de choix. C'est exactement ça. Un partenaire fiable, ouvert à une collaboration industrielle et technologique plus poussée, ne plus être juste le réservoir, mais un acteur avec qui on peut construire des choses. On sent une volonté de, disons, monter en gamme dans la relation avec des partenaires comme le Japon. Oui, c'est le narratif qui se construit. On met en avant l'innovation, l'IA, la télédétection, on insiste sur la transformation locale pour créer de la valeur et on donne des gages de bonne gouvernance. C'est sur le papier une stratégie assez cohérente et ambitieuse. Bon, alors si on devait résumer ce qu'on retient de la posture de la RDC à cet ICAD 9, d'après nos sources, quels seraient les points saillants? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, une diplomatie économique très active et bien ciblée. On a vu les rencontres Yonidi, entreprises techno comme Solafone, opérateurs miniers déjà là. Deuxièmement, ce double moteur stratégique, capitalisé sur l'atout exceptionnel des minerais, ça c'est la base, mais y ajouter une forte dose d'innovation et de technologie pour moderniser le secteur. Et au-delà de l'économie et de la technique, qu'est-ce qui ressort? Troisièmement, ce message politique très fort sur la transformation locale. Ce n'est plus juste un souhait, c'est présenté comme un impératif pour le développement du pays, emploi, valeur ajoutée. Et enfin, quatrièmement, cet effort de communication pour répondre aux inquiétudes des investisseurs sur la gouvernance, en montrant une volonté politique au sommet et des efforts de transparence. On voit donc une stratégie pour attirer des partenaires comme le Japon, non plus juste pour extraire et partir avec le minerai brut, Exactement. mais pour construire avec eux une chaîne de valeur plus complète, directement en RDC. C'est potentiellement un changement majeur d'approche. C'est l'ambition, oui. Utiliser la richesse géologique comme levier, mais en y ajoutant les outils technologiques modernes et en posant des conditions claires sur le développement local et les bonnes pratiques. C'est une tentative de reprendre un peu plus la main sur la destinée de ces ressources. C'est vrai que toutes ces rencontres, ces déclarations à Yokohama, ça dessine une trajectoire, une ambition claire pour la RDC. Combiner richesse naturelle, innovation techno, transformation locale, c'est séduisant sur le papier, mais ça soulève quand même une question, non? Une question qui va au-delà des annonces. Oui, la grande question, hein, comment on passe de l'annonce à la réalité? C'est ça. Au-delà des signatures, des belles visions stratégiques partagées là-bas à Yokohama, quels seront les mécanismes concrets, les garde-fous, les investissements réels en infrastructure, en formation pour s'assurer que cette IA, que cette transformation locale, eh bien, qu'elle bénéficie vraiment au développement industriel et social du pays, durablement. Comment on s'assure que ça profite à tout le monde et pas juste à quelques-uns? Voilà. Comment passer de l'ambition affichée à une réalité tangible sur le terrain, au Congo? C'est peut-être là que se situe le vrai défi pour les années à venir. C'est une excellente réflexion pour finir, parce que le vrai succès de cette stratégie, il ne se mesurera pas aux accords signés à la TICAD, il se mesurera sur le terrain. Et est-ce qu'il y aura des projets concrets, des emplois durables, des infrastructures qui s'améliorent? Est-ce que les conditions de vie des Congolais vont vraiment s'améliorer grâce à ça? La volonté politique affichée, l'opportunité technologique, tout ça semble converger. Oui, mais l'exécution sur le long terme, dans un contexte aussi complexe que celui de la RDC, ça reste le défi immense. Il va falloir suivre de très près les prochaines étapes pour voir si les promesses de Yokohama se concrétisent. Absolument. Ce sera passionnant à observer.